Bon alors c'est l'été et en été je reçois toujours à peu près les mêmes questions, à savoir Charles, qu'est-ce que tu peux nous conseiller comme pays pour s'expatrier? J'en ai marre de la France, l'ambiance me pèse et blablabla. Blablabla. Alors la question de choisir un pays pour s'expatrier, c'est une vaste question. Il est absolument impossible d'y répondre en faisant des généralités, tout simplement parce que personne n'a les mêmes critères. Généralement, de par mon expérience, j'ai vu deux types d'expatriés. Il y a les expatriés qui picorent, qui savent pas où ils vont, ils essayent, ils sniffent, ils tentent. Donc ils passent souvent d'un pays à un autre, ils restent un an, 2 ans, et puis ils changent. Alors l'organisation pour ce genre d'expatriation, on va dire soft, ils peuvent tout à fait rentrer en France après. C'est une organisation assez légère, on se déplace avec des valises, une, deux valises maxi, des ordi portables, et puis vraiment on fait un job en type e-commerce au minimum, qui peut être fait à distance, voilà, avec une facturation dans des pays adéquats. Donc ça, généralement, j'ai rencontré pas mal des gens. Il y en a même qui travaillent dans l'immobilier, dans le tourisme, qui travaillent dans différents secteurs. Leur caractéristique, c'est qu'ils n'ont absolument aucune conviction, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie, ils ne le sentent pas. Et encore une fois, ces gens-là, régulièrement, on les retrouve en France plus tard. Ensuite, vous avez les expatriés, on va dire, plus hardcore, auxquels j'appartiens. Alors là, vous en avez deux. Vous avez les expatriés hardcore patriotes, c'est-à-dire qui continuent d'aimer la France, même s'ils s'installent lourdement dans un autre pays. Donc, ils vont même jusqu'à monter des business, jusqu'à acheter des maisons, mais dans le fond, ils se disent, alors eux, en fait, ils ont une vision long terme, ils se disent, quand j'arriverai vers la retraite, là, je me serais bien gavé de pognon, que j'en aurai assez, je rentrerai faire ma retraite en France. Donc moi, je les appelle les patriotes. Parce que une fois qu'on a sniffé la liberté internationale, rentrer dans la prison française me laisse perplexe. Mais bon, c'est leur opinion et j'en ai rencontré, je sais pas, ils représentent peut-être 30 à peut-être la moitié expatriés. Et ensuite, vous avez les expatriés hardcore auxquels j'appartiens qui ne remettront jamais des pieds en France, voire plus extrême, probablement ce que je vais faire, plus trash, carrément abandonner le passeport français au profit d'un autre passeport. Et donc là, le choix du pays, les critères utilisés n'ont rien à voir, puisque ce sont des critères définitifs. Et, et on regarde pas la même chose. Si vous savez que vous êtes là pour 10-20 ans dans un pays, vaut mieux que le pays soit bien et vous plaise. Mais vous savez que vous allez probablement pas finir vos jours dedans, donc vous allez peut-être pas regarder le critère de la santé. Il y a tout, en fonction de votre programme, c'est votre programme qui va déterminer le choix des pays. Puisque si vous êtes expatrié hardcore comme moi, vous allez regarder des choses sur 40 ans, 50 ans, et des prestations que vous attendrez pas d'un pays si vous y restez 2 ans ou 15 ans. Et il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y a aucun pays parfait. Toutes les formules d'expatriation sont des arbitrages. Je vous donne un exemple concret, parce que j'avais regardé en Asie. Bon, pour beaucoup de Français, l'Asie c'est séduisant. Voilà, il y a une ambiance particulière avec des gens du bouddhisme. Le Bouddha, c'est une religion d'acceptation. Nous, avec la religion catholique, de la soumission, et puis la haine sociale par-dessus française, ça fait que quand on se barre, on a plein le cul de la France et on va chercher la polarité inverse qui est l'Asie, qui est le bouddhisme, qui sont des gens qui sont différents de nous et qui nous calment et qui nous font du bien par rapport à nos problèmes culturels personnels. Et le souci en Asie, par exemple, c'est qu'on ne peut pas posséder de la terre, on peut rien posséder, on peut éventuellement posséder des apparts à condition que le nombre de mètres carrés détenus par les étrangers dans les tours d'immeubles soit inférieur à 51%, je crois, ou 49%, je sais plus, je crois que c'est 49%. Il faut que 51% des mètres carrés dans un immeuble soient détenus par les nationaux. C'est à peu près le principe qu'on retrouve dans toute l'Asie. Et donc, si vous aimez l'Asie, si vous avez envie d'un jardin, généralement le jardin, si vous commencez à travailler votre terre, à l'enrichir à long terme, à planter des arbres fruitiers qui vont mettre 15 ans à donner, il y a des baux à long terme, 20 ans, 30 ans renouvelables, mais bon, l'histoire, surtout si vous êtes jeune, ça dépend de votre âge. Si vous avez 60 ans, 30 ans, vous avez rien à foutre. À 90, de toute façon, vous avez rien à foutre, c'est bon. Donc tout dépend aussi de votre âge. Mais si vous avez moins de 60, si vous avez 30, 40 ans, 50 ans, ça vous fait un peu chier l'histoire. On est quand même, en plus, en tant que Français, on aime posséder la terre.
Et donc en Asie, bah non, on ne possède pas la terre, donc on ne peut pas créer des jardins, on peut juste consommer l'Asie. De toute façon, l'Asie est très raciste, mais en général, les Japonais, les Coréens, les Chinois, les Thaïs, c'est pas comme en Amérique latine par exemple, en tant que Français, on rentrera jamais dans ces sociétés-là, elles sont complètement fermées. Et qui plus est, la justice, le droit à propriété, tout ça, c'est des choses, c'est valable pour eux, mais et encore, c'est très corrompu. Et dès qu'il y a un blanc, dès qu'il y a un français dans l'histoire, il est sûr de perdre. Donc il n'y a pas de protection juridique, il n'y a pas de droit à la propriété pour les étrangers en Asie. Mais il y a un art de vivre, il y a un style, il y a une ambiance, voilà, agréable. Donc vous pourriez être tenté de regarder le cas de la Malaisie, qui a un système de taxation à peu près honnête, autour de 25%. 28 je crois en impôt sur le revenu et 25 ou 20 sur les sociétés, bon voilà. Et ils offrent un droit à propriété. C'est un des seuls pays d'Asie qui permet d'avoir d'acheter de la terre en fait, des hectares et tout. Et puis c'est un pays tropical, voilà. Alors c'est un pays musulman. Il faut savoir quand même qu'ils se foutent sur la gueule les Malaisiens avec les Thaïs depuis, je sais pas, 20-30 ans. Il y a quand même, je sais plus, 5 ou 10 000 morts. Les musulmans faisons leur job, leur business préféré, des petits attentats sympathiques sur les femmes, les enfants, tout le monde, tout ce qui bouge, voilà, ça pète. Donc c'est un peu la guerre, mais bon, c'est à la jonction entre la Thaïlande et la Malaisie. Et pour y être tenté de vous dire, bon, bah, moi je vais aller au sud. Tout au sud, il y a Singapour, qui est vraiment un petit paradis quand on a de l'argent. Mais vous pourriez être tenté de vous dire, bon, je vais aller en Malaisie, comme ça je pourrai avoir ma terre. L'économie malaisienne, en plus, il y a des ressources naturelles, il y a une bonne économie. C'est la 7e économie, je crois, musulmane. Donc c'est correct comme pays. C'est correct. Mais il y a un souci. C'est que la Malaisie, en fait, en termes de sécurité des biens et des personnes, c'est pas du tout correct. C'est tellement pas correct que c'est inacceptable. Vous pouvez traquer. Moi, j'ai une règle, c'est que tous les pays qui font partie de la deuxième moitié des pays, de la liste des pays en termes de, par exemple, le Crime Index, ou les homicides, ou les vols, ou les machins, vous avez des classements internationaux de tous les pays, vous en avez 200. Donc c'est simple pour moi déjà, tous les pays, ou toutes les villes, parce que c'est classé par grande ville ou par pays. Donc toute la deuxième partie de bas de classement, c'est pour moi en tant qu'expatrié inacceptable et j'y vais pas, trop dangereux. Donc la Malaisie cumule les 4-5 plus grosses villes, sont toutes dans le top 10% des villes les plus pourries et les plus insécures de toute la planète. Donc voilà, donc vous avez un arbitrage, c'est que d'un côté vous n'avez pas de sécurité, mais d'autre vous avez le droit à la propriété, vous avez un climat tropical, ça reste quand même les Asiatiques, les Malaisiens. Vous avez tout un tas de choses et puis vous pouvez, comment dire, vous balader dans toute la zone, mais vous devez renoncer à la sécurité. Et c'est ça pour tous les pays de la Terre. Donc quand on vient là, comme en ce moment, et je reçois toutes ces demandes, comment choisir quel est le meilleur pays, il n'y a pas de meilleur pays, ça dépend d'abord de son âge, de son niveau de conviction. C'est extrêmement compliqué de savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas comme pays. Donc j'ai fait une formation. Enfin, il faut savoir que cette histoire d'expatriation est dure, elle me colle un peu à la peau parce que je m'en suis aperçu que récemment en 2018, mais j'ai commencé à compter le nombre de témoignages que j'avais de Français qui m'écrivaient, qui me disaient Charles, c'est à la suite de toi que voilà, je suis expatrié aujourd'hui et en fait, pour être franc, la première pierre de ce projet expatriation, c'est toi qui l'as posé, c'est en te lisant. Donc des témoignages comme ça, j'en ai 400. Donc j'ai 400 Français qui se sont barrés de France à cause de mes éditos. Donc grâce à mes éditos, selon du côté de la barrière où vous vous placez. Et en fait, ça fait beaucoup quand même. 400 personnes qui changent de vie, qui partent à l'international. Donc j'avais fait une formation. Dans cette formation, j'apprenais à réfléchir sur les choix financiers et émotionnels, les critères pour choisir de manière financière et émotionnelle les pays d'expatriation. Cette histoire de choix, parce que les gens, généralement, on vous dit oui, la bouffe, le machin, les restos, la culture, tout ça, machin, c'est pas péter des durites, quoi. C'est pas des bons critères, à mon avis. Les critères les plus essentiels, surtout pour l'expatriation dure, c'est-à-dire on ne rentre pas en France. Il y a d'autres choses à regarder que la culture, le machin, les gens qui sont sympas et tous ces critères superficiels, parce que vous pouvez être persuadé qu'une fois sur place, vous allez voir des trucs que vous n'avez pas vus. Voilà, donc j'avais dans cette formation réuni des éléments pour aider à réfléchir sur le choix.
Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, donc ça fait 10 ans maintenant que je suis expatrié. Ça fait 5 ans que j'ai pas mis les pieds en France, donc tout le monde pense que je suis, que je suis poursuivi par les impôts ou que j'ai pas le droit de séjour ou voilà. Non, pas du tout. Je rentre pas en France parce que j'aime pas le climat, il y a rien, y a rien. Et puis surtout, je connais plus personne. Voilà, enfin ma vie elle est ailleurs quoi. 10 ans c'est long, hein. Et ce que je peux vous dire par contre par expérience, c'est que les gens qui n'ont pas trouvé le pays dans lequel ils se sentent bien, dans lequel ils sont persuadés qu'ils vont faire leur vie à long terme, ben, ils foirent leur vie. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de Français qui foirent leur vie, parce qu'ils se sentent mal en France, qu'ils sont coincés probablement pour aller chercher une alternative dans le monde. Il y a 200 pays, et puis il y a des milliers de villes, donc il y a vraiment beaucoup d'endroits pour s'expatrier aujourd'hui, mais voilà, ils ont une famille, des liens, des responsabilités, des engagements, des machins, c'est assez dur à briser. Et donc, ils vivent, s'imposer de vivre dans un pays qu'on n'aime pas. Je me suis aperçu à la longue, je fais plein de pays, j'ai rencontré tellement de gens, c'est toujours le sujet numéro un qui revient, avec la bonne femme, bien sûr. Le choix de la bonne femme, généralement, ça marche jamais, tout le monde échoue. Et le choix du pays, les gens qui sont pas bien dans leur pays, d'adoption ou d'origine, et leur vie se passe très mal. Et donc, choisir son pays, on pourrait penser comme ça que c'est une petite vidéo de réflexion basique, c'est pas vrai, c'est l'une des pierres angulaires d'une vie réussie, d'une vie foirée. Donc c'est quand même un sujet extrêmement sérieux qui exige une réflexion de fond profonde et vraiment sérieux, comment dire, toute forme de consommation de pays, toute forme de non-engagement dans un pays, où on se retrouve quelque part avec 2 valises et voilà, on n'a pas de voiture. Ah bien, c'est chiant de s'engager, hein, c'est clair. Beaucoup de gens ont peur de l'engagement, pour résumer. Ils ont peur de l'engagement amoureux et ils ont peur de l'engagement dans un pays. Et ils ne s'engagent pas non plus avec leur pays d'origine. Mais tout ce refus de l'engagement, qui est vraiment une pattern globale, ça pèse et ça coûte extrêmement cher. Alors évidemment, de l'autre côté, moi je me déplace, j'ai fait dans mon container qui est parti de France il y a 8 ans ou 7 ans, je sais plus, qui est arrivé en Thaïlande, puis maintenant de container de Thaïlande, il est arrivé ici au Panama. J'ai à peu près fini d'être installé dans ma baraque, là, c'est encore un peu le bordel, mais c'est presque fini. Et évidemment, c'est relou, c'est cher, ça me coûtait, je sais plus, $8000 de container et d'organisation. Ça m'a coûté 6000 entre la France et la Thaïlande, et entre le Panama et 6000 parce que j'ai eu un bon copain grâce à une activité qui était activité de courtier et qui m'avait trouvé les super plans. Et là, j'avais pas envie de me faire chier, donc je voulais du luxe, des prestations de luxe, avec zéro problème. Il y a eu zéro problème, sauf que ça m'a coûté $11000. Voilà, donc avoir un container avec toutes ces affaires qu'on se traîne depuis 20 ans par moment, évidemment ça coûte cher, ça coûte du blé. Là, j'ai toujours pas fini l'immigration de ma femme Thaï au Panama. Les immigrations sont compliquées, il faut créer des boîtes, des comptes bancaires, des machins, du compliance dans tous les sens. Le permis de conduire qu'il faut échanger, les cartes d'identité, les cartes de résidence, les formules, il faut cracher du pognon de tous les côtés. Ouais, c'est pas marrant, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour vous dire que si vous ne faites pas une réflexion en amont pour choisir le bon pays, et vous vous engagez pas, et vous picorez avec 2 valises, dans le fond, à long terme, j'ai vu des mecs faire ça depuis 10 ans, mais ils sont pas bien, vous serez pas bien, c'est pas possible d'être heureux en étant comme ça, nulle part, quoi, en étant bien nulle part et en mouvement quasi perpétuel. C'est pas être le statut de digital nomade, mais voilà, en mouvement perpétuel à moyen terme, 2 ans, 3 ans, un peu comme ceux qui travaillent dans le pétrole, qui passent d'un pays pétrolier à un autre, voilà, qui restent 3 ans, et les enfants ils deviennent maboules dans ce système-là, et puis les adultes aussi, ils sont pas faire d'amis, il n'y a plus que la cellule familiale, etc. Donc ça c'est pas, c'est séduisant sur le papier, mais c'est parce que, surtout pour ceux qui fuient l'engagement, mais ça marche pas. J'ai 10 ans de recul aujourd'hui, j'ai pas rencontré une seule personne qui zappait comme ça tout le temps, qui était équilibrée ou bien dans sa peau. En plus, généralement, les femmes, si vous traînez la même femme, elle devient dingue. Et si vous changez de femme en fonction des pays, vous n'êtes jamais engagé nulle part, donc dans le fond, vous êtes seul. Il n'y a que les inconvénients, si ce n'est que financièrement et fiscalement, généralement, c'est assez rentable de faire. Vous n'avez pas de force de frottement, vous montez dans un avion, vous cassez. Un autre détail, je vois mon chat là, qui est en train de monter tout en haut. Vous n'avez pas de chat, vous n'avez pas d'animaux de compagnie, c'est pas possible. Là, j'arrive à déplacer le chat, ça coûte, je sais plus, 700 euros. Entre de la Thaïlande, qui est passé par Amsterdam, au Panama, il faut payer les droits d'entrée, les fees, les puces, les vaccins, les machins, les trucs. Tout coûte du blé, mais ouais, mais
Et donc, les gens me disent, ouais, bah, pourquoi ton chat, tu vas pas laisser en Thaïlande? Ben, les mecs, non, je laisse pas mon chat en Thaïlande, ça va pas, quoi. En plus, c'est le dernier qui me reste. Et donc, non, et en même temps, non, mon chat, c'est mon bébé, quoi. Je laisse pas mon chat. Bah, t'en prends un autre là-bas, bah oui, mais c'est celui-là, mon bébé, c'est pas un autre. Donc voilà, on trouve toujours la notion d'engagement avec la notion d'expatriation et de choix de pays. Et, et si vous n'engagez pas, d'une manière générale, au niveau affectif, ça ira pas très bien. Ça ira bien 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais 10 ans, ça tiendra pas. Et après, donc si vous engagez dans un pays, bah, ça coûte du blé, c'est beaucoup de formalités, c'est casse-burne au possible à chaque fois. C'est relou, en plus bah, quand on arrive dans nos pays, on ne connaît pas où acheter sa bouffe, les loyers, les quartiers, les machins. Moi ça se passe bien parce que j'objectif éco, où que je sois dans le monde, il y a des mecs qui me reçoivent et qui me mettent. Comme je publie des vidéos sur la manière de fonctionner, le mindset, le système, machin, donc vous êtes tous de la même manière que câblés que moi. Vous réfléchissez au système, comment optimiser, voilà. Donc à chaque fois que je vais dans un endroit dans le monde, il y a un mec qui me prend, qui me dit bah papa, c'est comme ci, c'est comme ça en local, il y a ci, il y a ça c'est bon plan, ça c'est mauvais plan. Voilà, tiens, il y a une communauté ici de Français, tu vas rencontrer Français, là c'est anglo-saxon. Donc sans déconner, j'aurais pas objectif éco, ce serait encore pire que voilà. Et pour s'installer, quand on connaît pas un pays, on reste pas à l'hôtel. Alors au début, bah, on loue un appart meublé, mais au bout d'un moment, ça prend la tête, quoi. Enfin moi, je vis dans un 50 mètres carrés, c'est pas ma cam, quoi. Et donc au bout d'un moment, faut se localiser. Donc après, il y a un niveau de sécurité, il y a tout un tas de critères qui se mettent en compte. Acheter des bagnoles. En Thaïlande aussi, en Asie, moi la conduite à gauche, la conduite à droite dans les voitures, ça ne m'inspirait pas des masses, donc j'ai jamais acheté de voiture en Thaïlande. Mais si on achète des voitures, voilà, il faut les enregistrer, c'est lourd. Et donc, pour finir cette vidéo, si ça peut vous faire réfléchir, c'est de vous amener à vous dire qu'il y a zéro choix parfait, il n'y a pas de solution absolue, il n'y a que du relatif par rapport à vous, et il n'y a que des arbitrages, c'est aucun pays parfait, il n'y a que des pays qui sont plus ou moins qui ont des points forts et des points faibles. Je ne connais pas de pays avec que des points forts. Il y en a en fait, mais ils sont inaccessibles. En fait, les problèmes d'expatriation cessent à mon avis quand on a 5 à 10 millions d'euros en fortune perso. Tout devient cool, surtout on peut aller vers le meilleur. Donc on peut se planquer dans une zone à riches, où qu'on soit d'ailleurs. Il y a toujours des zones à riches. Des ghettos pour riches, les fameux. Alors ça, bon, c'est détesté en France, mais la vérité, c'est que c'est très confort. Et puis, on s'ouvre tout un tas de possibilités, y compris les paradis, les pays, les expatriations de luxe, comme Hong Kong, Singapour, qui sont très exigeantes, très gourmandes financièrement, mais qui offrent des prestations quand même de qualité supérieure. Il y a l'Australie, il y a tout un tas de pays. Après, ça dépend aussi de vos structures de revenus, ça dépend de vos contraintes. Est-ce que vous êtes rentier, est-ce que vous êtes investisseur, est-ce que vous êtes entrepreneur, est-ce que vous êtes salarié, est-ce que vous êtes retraité, parce que les formules sont différentes. C'est impossible de donner un choix de pays. Ce qui est important, c'est de prendre conscience de vos critères à vous, dont vous avez besoin pour être bien. Et après, de regarder la liste de pays et puis faire des choix. Et puis après, il y a un dernier facteur aussi, c'est qu'il faut tout simplement aimer le pays dans lequel... Parce que je connais pas mal de gens qui s'expatrient en fonction de critères fiscaux ou que sais-je, ou la langue. Voilà, c'est sûr que Panama, l'espagnol, au moins, c'est... Même si je parle pas espagnol, parce que ça me gave d'apprendre, je vais m'y mettre, mais ce que je veux dire, c'est que quand on me l'écrit, on peut faire du Google, voilà, je suis capable de déchiffrer au moins 10-15% de l'espagnol qui est similaire au français. La thaïlandais, c'était des hiéroglyphes. Donc les critères qui vont être employés par certains, pour moi, ils sont pas recevables. À un moment, en fait, il faut que ce soit compatible avec nous, Français, Latins. C'est sûr qu'une destination comme le Panama, c'est une destination qui est vraiment facile. Après, il y a également le fait, beaucoup de Français détestent le Panama parce que c'est une destination capitaliste, c'est un des rares pays au monde encore qui est capitaliste, donc il y a aussi le système politique qui va influencer votre choix. Ça, j'en ai pas parlé, mais par exemple le Costa Rica, c'est un pays socialiste qui est en train de virer rouge dans le socialisme, comme en Europe. Donc moi, évidemment, les Français perdus qui ont été manipulés, ils pensent que la France est un pays capitaliste, ils pensent que l'Europe c'est un pays capitaliste. Et ils regardent le monde avec des œillères complètement verrouillées. La vérité, c'est que l'Europe est socialiste, et c'est complètement différent du capitalisme. Et ici, au Panama, quand ils découvrent, ou qu'ils vont à Hong Kong, ou Singapour, ou Dubaï, ou qu'ils découvrent des vrais pays capitalistes, là, ils ont un rejet. Ils peuvent pas. Du Panama, ils détestent. Donc ils vont tous au Costa Rica, qui est un pays socialiste qui correspond à la France, qui leur correspond mieux. Alors, il faut aussi identifier votre sensibilité politique. Enfin, ça va au-delà. Moi, je suis pas câblé pour vivre
au Costa Rica, et là, depuis un an que je suis au Panama, j'ai rien à dire, tout se passe bien par rapport à moi, c'est parfait, c'est un pays parfait pour moi. C'est pas un pays parfait pour tous les Français, mais pour moi, il l'est, à mes yeux, avec mes besoins. Donc il faut identifier aussi vos besoins, la manière dont vous vibrez, si vous êtes une âme capitaliste, si la politique, parce que si vous avez l'espèce d'oligarchie capitaliste avec une source de revenus extérieure comme au Panama, ou est-ce que ça va être un pays qui va être en train de vous faire chier à taxer, à faire des règlements pas possibles dans tous les sens, qui va être complètement incohérent avec des fonctionnaires corrompus, etc. Et puis le chaos et tout le monde s'en branle, comme c'est le cas dans quasiment toute l'Amérique latine. Il y a des gens qui sont routes, c'est quand même ce chaos, ça les sécurise de vivre dans du chaos avec des gens complètement chaotiques et pas éduqués et irrationnels au possible, on pourrait dire émotionnels aussi. Il y a des gens, ils trouvent leur intérêt là-dedans, et c'est bien s'ils y trouvent leur intérêt, mais il faut réfléchir avant, pas après, une fois que vous êtes dedans. Et ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal de gens qui dépensent 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui réfléchissent pas trop au système, et qui passent du temps, et qui tirent pas les leçons, et qui dépensent du temps pour s'apercevoir que finalement non, ça leur plaît pas, c'est pas un pays comme ça qu'il leur faut. Ouais, mais cramer 3 ans, la vérité, il vaut mieux mener une réflexion de fond avec tous les 400 mecs qui ont fait ma formation. Enfin, tous les clients ne sont pas barrés d'ailleurs, mais peut-être mieux réfléchir comme ça en accéléré pendant quelques dizaines d'heures ou quelques centaines d'heures à domicile en France, puis après monter dans un avion, aller sniffer le bazar, qui passer 3 ans pour finalement finir par comprendre que non, finalement les besoins ne sont pas couverts. Voilà, donc il n'y a pas de pays, c'est qu'une histoire de compromis, d'expérience, c'est vraiment subtil l'expatriation. Et donc le pire des cas, c'est quand vous rentrez en France, vous n'avez pas envie, mais vous rentrez pour cause d'échec économique, vous n'avez pas réussi à financer votre vie d'expatrié. Et donc ça, c'est aussi un volet qu'il faut préparer. Et alors c'est là où tout le monde se plante. La majorité des gens qui quittent la France ne sont pas prêts, ils n'ont pas compris. Ils projettent l'univers salarié français sur le reste du monde qui n'existe pas, tout particulièrement dans les pays émergents. Ils pensent aussi que tout est administré et déclaré officiel comme ça peut l'être en France. Alors il suffit de voir la différence entre la France et l'Espagne ou l'Italie. L'Italie et l'Espagne, il y a une économie souterraine monstrueuse, tout est au black, voilà. En Chine, dans toute l'Asie, c'est au black. Alors que le français qui arrive et tout, avec tout son univers français de fonctionnaires administrants avec des interdits partout, des taxes dans tous les sens, des règlements, etc., qui évite de réfléchir, parce qu'on n'a plus le choix en fait. En France, c'est une prison, on ne peut plus rien choisir sur rien. Donc les gens, ils déboulent dans des pays où il y a une liberté, et ça se passe mal, ils sont paumés, il y a plus... Ils cherchent les règles d'ailleurs, j'en ai vu plein de Français chercher les règles. Est-ce que j'ai le droit de faire ci? Mais mec, t'es plus en France, là, t'as le droit de tout faire, c'est toi qui choisis où tu mets le curseur. Mec, il y en a, ils ont passé 3 ans à s'expatrier, ils n'ont toujours pas compris cette vérité, cette notion de liberté, et voilà. Donc, à mon avis, il faut. Et économiquement, pour finir là-dessus, économiquement, les Français s'expatrient soit en imaginant qu'il y a une demande solvable dans le pays où ils vont, alors qu'elle n'existe pas la plupart du temps, soit parce que le pays est trop petit. La Malaisie, par exemple, c'est 30 millions d'habitants. Et la taille de l'économie par rapport à la France, qui fait 65 millions d'habitants solvables, dont 15 millions de fonctionnaires et 10 millions de retraités, donc dont 25 millions dépendant de la paye de l'État. La demande intérieure, elle n'a rien à voir avec l'économie malaisienne ou costaricaine ou panamène. Les mecs, ils déboulent et ils ne comprennent pas. Et donc, soit ils cherchent à devenir salariés, mais ils vont se retrouver avec des jobs au niveau des prix locaux. Et ils vont se retrouver à gagner 1 500 $, alors qu'ils gagneraient 2 000 à 3 000 en France, donc ça n'a aucun sens économique. Soit carrément, ils cherchent à devenir entrepreneurs et ils vont importer des produits en local, alors qu'il n'y a pas la demande. Prenons le cas du Panama où je suis actuellement. Le Panama, c'est une économie capitaliste, donc qui dit capitalisme dit d'un côté oligarchie, concentration financière, et de l'autre personnes pauvres d'une manière générale. C'est une société extrême avec peu de classe moyenne. Donc il y a pas mal de gens blindés au Panama. J'ai jamais vu autant de bonnes bagnoles comme... Si, à Hong Kong, j'ai vu, c'est Hong Kong, Singapour, mais en dehors de Hong Kong et Singapour, j'ai jamais vu des bagnoles. Puis pareil à Londres, je sais aussi à Londres qu'il y a beaucoup de belles bagnoles, mais sinon des MG, des trucs, des 400-500 chevaux, il y en a partout dans tous les sens. Les mecs sont complètement énervés en mode Fast and Furious sur la route. Et donc voilà, il y a pas mal, c'est que des caisses à 100 000 $, quoi. Il y en a je sais pas combien. Et donc
Français qui se dit, voilà, qui arrive et qui est en classe moyenne et qui se dit, bon, bah, je vais importer pour les produits pour la classe moyenne, il y a l'air d'avoir du blé, bah, il a rien compris, il va se planter au Panama. Parce que tout simplement, soit on vend riche, soit on vend pauvre. Mais on vend pas aux classes moyennes, il n'y en a pas. Soit les mecs sont blindés, soit ils ont pas une thune. Mais le milieu, voilà, il se cherche, quoi. Puis c'est pas lui qui drive la demande. Donc c'est quand on réfléchit en France à une expatriation, il faut d'abord réfléchir à tous ces problèmes. Il n'y a pas projeter de manière linéaire son univers de départ sur le reste du monde, parce que la France et le Japon, c'est pour moi, je le dis toujours, mais la France et le Japon sont les deux pays les plus bizarres au monde, quoi. La France qui arrive à lutter dans le monde capitaliste alors que c'est un pays socialiste, c'est-à-dire qu'il y a toute une frange d'une population ultra productive qui se sacrifie pour la masse, des mecs qui foutent que dalle. Ça c'est étonnant vu de loin parce que quand on vit à l'étranger et qu'on arrête de se sacrifier, la vie est beaucoup plus cool. Donc de voir combien la France a réussi à embrigader des millions de mecs qui sont ultra performants, qui vont travailler pour 25 millions de personnes, ça il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Et au Japon, c'est pareil, le respect ils prennent des décisions en fonction de la collectivité et non pas en fonction de leur intérêt personnel. Donc j'ai des copains entrepreneurs qui m'ont raconté, qui arrivent, qui voient tout plein d'opportunités sur le marché, ce qui est normal puisqu'il y a plein d'opportunités du fait que ça soit toujours le groupe et la collectivité qui soient arbitrés en priorité sur l'individu. Et quand on arrive pour concrétiser une stratégie comme ça d'exploitation, d'inefficience, eh ben c'est impossible, tout est bloqué. Ah non, 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 on va pas faire ça parce que ça va niquer ce groupe-là et lui il aura plus rien et nous on en aura trop, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est dans un monde lunaire au Japon qui a absolument rien à voir avec l'économie mondiale. En plus, ils se regroupent pour cogner à l'international en exportation. Enfin, les Japonais et les Français, pour moi, c'est les deux pays les plus éloignés de la médiane des pays. Voilà, on a une espèce de culture internationale mondiale et en France, avec notre socialisme, ça prend une ampleur pas possible, quoi. Parce que les Italiens et les Espagnols sont socialistes, mais ils font tout au noir, ils passent leur temps à baiser la gueule à l'État. Alors qu'en France, quatre pattes et vas-y, je roule pour le système socialiste. Et les mecs, ils croient, la majorité, ils croient au système socialiste. Et donc, du coup, c'est quasiment unique, quoi. Donc, quand on sort d'un pays qui est comme ça, très éloigné de la médiane, et qu'on regarde le monde, en fait, si on n'a pas ce petit clip, ce petit switch dans la tête qui dit oulala, en fait, je viens d'un pays complètement anormal et il faut que j'essaye de voir ce que c'est que la norme mondiale et non pas la norme de mon pays à moi. Et bah, c'est bon c'est un passeport pour l'échec, et il y en a plein. Simplement parce que il faut complètement se désaxer de tout ce qu'on a appris depuis sa naissance, quoi. De ce que les profs ont dit, la télé, Macron, Sarkozy, Hollande, papa, maman, tout ça, les journaux. Ils racontent des trucs, mais c'est des trucs qui sont spécifiques à la France qu'on voit nulle part ailleurs. Et donc il faut remettre ça en cause. Il y a plein de gens, ils peuvent pas, c'est impossible, c'est interdit de remettre ça en cause. Et ils se gaufrent. Ils ne prennent pas les bonnes décisions, ils se gourrent, ils plaquent sur l'arrêté du Costa Rica, mais je vois des gens arriver qui plaquent, qui voient des choses au Costa Rica, mais qui ne regardent pas tout ce qui pue autour. Et mais ça fait 10 ans dans mon bled qui viennent, qui viennent, et quelque part, il y en a, hein, il y a un noyau dur qui est là depuis 10 ans, 15 ans, mais la plupart repartent. Parce qu'en fait, ils repartent après avoir cramé 3 ans. Donc cette vidéo, si elle doit vous servir à quelque chose, c'est accélérer votre courbe d'apprentissage, accélérer votre compréhension du jeu de l'expatriation, voilà, pour éviter de dépenser inutilement des années d'expérience dans des pays qui finalement ne conviennent pas. Bon, si certains d'entre vous veulent creuser au-delà de cette vidéo et démarrer une réflexion sur l'expatriation et le choix du pays, comment ça marche, mais je fais pas de l'expatriation économique, moi je fais de l'expatriation de vie, donc il y a des questions, quand on privilégie encore une fois sa vie personnelle, c'est pas les mêmes questions que la vie pro. Il y a deux formations que j'ai faites là-dessus, puisque dans le fond, la vie internationale, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis 10 ans. Donc, vous avez la formation Je quitte la France, j'arrête de me faire tondre. C'est celle qui a provoqué des centaines de départs de la France. Pardon, monsieur le socialiste de base, je suis très très mauvais français, je suis pas patriote. Donc, dans cette formation, en fait, si vous allez sur la page, vous trouverez plein d'informations. J'ai aussi réuni des vidéos au fil du temps liées à cette thématique.
Puis surtout, j'ai pas été de la mettre à jour parce qu'au départ, j'en étais pas très content. J'ai fait ça un peu par hasard. Et puis, c'était au début écrit sous forme de PDF. Et puis après, j'ai rajouté du contenu parce que j'estimais que il fallait améliorer la qualité au fur et à mesure. Sinon, moi, ce que je vous recommande, si l'expatriation économique vous intéresse, parce que Dieu sait si tous les contacts que j'ai avec les Français sont équivalents, c'est-à-dire que tout le monde a un peu plein de cul du système pesant socialiste, même si a priori le petit Macron a réduit un petit peu l'addition. Tout le monde est un peu fatigué là de 50 ans de socialisme. Je pense que là, donc moi, ce que je vous invite, c'est pour la modique somme de 27 euros. Si vous ne connaissez pas trop la fiscalité internationale, les différences entre les pays, encore une fois, pour éviter que la France, pour éviter que vous cassiez et que vous compreniez à quel point c'est pesant, la France a bien mis dans la norme sociale le bordel en vous disant c'est pas bien, c'est illégal, tu dois rester en France. Enfin, il y a 15 milliards d'interdits qui fait qu'aujourd'hui, il y a un mec, il ouvre un compte bancaire à l'étranger, il se dit qu'il est en train de truander le fisc, quoi. Alors que non, vous avez le droit d'ouvrir des comptes bancaires, vous avez le droit de monter des sociétés, vous avez le droit d'être actionnaire de sociétés à l'étranger. Ce qui est pas autorisé, c'est en fait de faire du profit et de ne pas le dire à la France. Mais par contre, le profit en lui-même, vous avez le droit de le faire n'importe où dans le monde. Et il y a des gens qui savent pas en fait, qui comprennent pas les statuts fiscaux perso, qui confondent avec l'immigration, qui confondent avec l'entrepreneuriat. Euh, est-ce qu'ils sont rentiers investisseurs, est-ce qu'ils sont retraités, donc là aussi il y a des forfaits fiscaux spéciaux. Qu'est-ce qui se passe si pour la TVA, quand on processe, et par exemple, est-ce que vous vendez à des clients particuliers, est-ce que vous vendez à des clients professionnels? Donc les stratégies, les pays pour optimiser sont différents, et surtout en tant que Français, vous avez accès en permanence à toutes ces stratégies. Il est très clair aujourd'hui qu'on ne peut plus truander avec le CRS depuis janvier 2018. Et en fait, si vous vous amusez à faire ça, vous n'avez pas compris. Pour l'instant, ce n'est pas encore opérationnel, puisqu'il faut qu'on fasse les déclarations de l'année 2018 aux impôts. Mais à partir de 2019, ils vont commencer à taper méchamment sur la tête de tout le monde. Donc il vous reste environ 6 mois pour vous mettre à jour au moment où je fais cette vidéo. Après, toutes les institutions financières vont envoyer toutes les datas en France, donc de tout ce que vous faites à l'international. Donc, partant de là, il ne faut absolument pas conclure qu'il est illégal d'avoir une activité économique mondiale. Et ce qui est illégal, encore une fois, c'est de ne pas la déclarer. C'est une subtilité. Voilà. Donc moi, dans ma formation voyageur fiscal après 2018, je vous recommande non pas de tricher, parce qu'aujourd'hui, les barrières qui ont été mises en place pour pénaliser la triche sont telles que ça coûte plus cher d'essayer de gruger, de continuer à gruger, à payer zéro. Il faut en mettre tellement dans la balance pour contourner qu'aujourd'hui, paradoxalement, ça coûte moins cher d'en déclarer un petit peu en optimisant. Il est clair que si vous voulez déclarer qu'un petit peu, vous ne pouvez pas vivre en France et ne pas payer un maximum d'impôts. Depuis 2018, c'est plus possible. Donc, quel est l'intérêt d'avoir un business à l'international par rapport à un business en France? C'est tout simplement les règles administratives et fiscales qui sont complètement maboules. Les obligations légales en France, vous comprenez bien qu'elles n'ont rien à voir avec des obligations légales en Roumanie, en Bulgarie, au Panama ou ailleurs. Et qui plus est, la corruption étant ce qu'elle est, voilà, vous ne pouvez pas corrompre un inspecteur des impôts, à mon avis, d'être franc-maçon et d'être dans les petits souliers de l'élite masquée en France. Alors qu'à l'international, c'est quand même beaucoup plus facile de trouver des combines, des machins, des trucs, de zigzaguer. Néanmoins, je pense aujourd'hui que si vraiment vous voulez sécuriser un schéma parce que les impôts vous énervent, c'est pour ça que je parle de cette formation liée à l'expatriation, il est clairement devenu obligatoire de s'expatrier de France ou de payer plein pot, ou alors de zigzaguer à l'international, mais encore une fois, il faut déjà s'y connaître un petit peu, il faut comprendre comment ça marche, et donc c'est ce que fait cette formation, le voyageur fiscal. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous faire la formation expatriation plus voyageur fiscal. Comment on en profite? Alors j'ai préparé un code, comme on est pour se marrer, et puis que j'aime bien déconner sur les codes, j'ai appelé ce code promo je me volatilise, voilà, donc vous volatilisez à titre perso et pro. Donc il est valable jusqu'au 31 août 2018, donc c'est moins 25% sur les deux formations.
Voilà, donc comment ça se passe concrètement? Tout simplement, vous cliquez pour mettre dans le panier, ajouter au panier. Et quand vous arrivez dans votre panier, voilà, voyageur fiscal et je quitte la France, donc il y en a pour 177 euros. Et donc là, ici, vous cliquez sur appliquer le code promo, je me volatilise, je me casse, je disparais, et vous retrouvez avec un prix de vente de 132,75 euros. C'est ultra précis, le business objectif éco, ça rigole pas. Donc voilà. Allez, écoutez, je vous dis à bientôt. Et sinon, si vous aimez la France et que vous êtes heureux en France, je vous salue, bande de patriotes socialistes. Et je vous dis de bien profiter de vos vacances. Mois de juillet, mois d'août, généralement, ça bosse pas des masses, hein. Allez, à bientôt.